Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, un tragique incendie a causé la mort de 2 personnes à Tsunzu 2. Les faits se sont produits hier matin dans le quartier La Palmeraie. Un chalet accueillant 2 individus a pris feu sans que les causes exactes ne soient connues. Une seule chose est sûre, les barreaux censés protéger contre l'insécurité et l'absence d'alarme incendie ont joué un rôle prépondérant dans ce drame. Les 2 hommes ont été piégés à l'intérieur et le manque de bornes incendie à proximité n'a pas permis aux soldats du feu d'éviter que les flammes n'emportent tout sur leur passage. Au lendemain des faits, nous recevions ce matin l'ancien colonel du SDIS 976. Un sujet signé Abbas Alidi, Patrick Mian et Daniel Nderaga Koura. Il était aux alentours de 6h30 hier matin lorsque l'odeur des flammes a réveillé le voisinage du quartier La Palmeraie à Tsunzu 2. Un chalet en bois a pris feu alors que 2 personnes se trouvaient à l'intérieur, piégées par les flammes et les barreaux de protection récemment installés. Arrivé rapidement sur place, le directeur de cabinet de la préfecture n'a pu que constater les ravages du feu. Quand les pompiers sont arrivés, le site était déjà embrasé entièrement, il y a du feu qui partait des fenêtres. Donc les pompiers sont intervenus très rapidement, il y a eu un renfort d'effectifs en cours d'intervention pour essayer de circonscrire le plus vite possible cet incendie. Et à ce stade, effectivement, l'incendie certes est maîtrisé, mais on déplore a priori 2 victimes qui restent à confirmer. L'une des 2 victimes a bien tenté d'appeler au secours par la fenêtre de sa chambre située à l'étage, mais ni les voisins ni les pompiers n'ont réussi à vaincre les flammes. L'un des voisins a accepté de raconter l'horreur qu'il a vécue. C'est l'horreur. Moi, vous devez vivre ça. Moi, j'ai mes enfants là-haut. En plus, il y a eu un problème avec l'eau, la borne qui alimentait pas suffisamment, donc les pompiers avaient pas suffisamment d'eau en continu. Nous, on a évacué nos enfants. Moi, j'étais là-haut en train d'asperger les barrières. D'ailleurs, je crois que ça aurait pu prendre feu aussi chez moi, parce que vraiment, à un moment donné, c'était même insoutenable. Que j'étais là-haut, je me faisais asperger d'eau par mon ami Ben, pour pouvoir me rapprocher de la barrière et jeter des seaux d'eau sur la barrière pour que ça, de proche en proche, que ça se répande pas chez moi non plus. Face à cette tragédie, une cellule psychologique a été ouverte, notamment pour ceux qui jusqu'aux derniers instants étaient aux côtés de la victime. Quant aux soldats du feu, ils ont été freinés par le fait que la seule bouche à incendie, fournissant suffisamment de pression pour éteindre les flammes, se trouvait à près d'1 kilomètre. Il y a 2 choses, parce que j'ai entendu la polémique aussi, que les pompiers sont arrivés sans eau. Alors, il faut tordre le cou à cette mauvaise information. Le camion de pompiers, il a 3500 litres d'eau avec lui, systématiquement. Ces 3500 litres d'eau sont faits pour quoi? Ils sont faits pour attaquer le feu. Pendant qu'une équipe attaque le feu, la deuxième va alimenter. Et c'est vrai que si le premier poteau est à je ne sais plus combien de mètres et qu'en plus il a une pression qui est pas utilisable, et que s'il a fallu chercher à l'autre poteau qui était à 400 et quelques mètres, il faut du temps pour le faire, ça se fait pas tout seul. Manque d'infrastructures publiques, insécurité quotidienne, mais également absence de détecteurs de fumée sont autant de concours de circonstances qui ont mené à cette tragédie. On est tellement barricadés à cause de l'insécurité que on est des prisonniers. Et lorsqu'il y a un incendie, forcément, on ne peut plus sortir de la maison. Il suffit qu'on soit à l'étage et que le feu est au rez-de-chaussée, on ne peut plus sortir. Donc je pense qu'il y a des choses à faire et qui sont impératives, et qui sont d'ailleurs obligatoires, c'est de mettre des détecteurs de fumée, quoi. Je pense que le détecteur, la moindre fumée, le détecteur va la détecter, et il va sonner. Pour l'heure, l'origine de l'incendie n'a pas encore été déterminée. Une enquête a néanmoins été ouverte afin de faire toute la lumière sur ce terrible drame humain. Et à moins de 2 semaines de l'annonce du plan stratégique, l'intersyndicale et le collectif de Mayotte sont plus que jamais sur le qui-vive. Preuve s'il en est, vendredi dernier, une réunion publique a eu lieu dans le sud, au carrefour Ngwezi. Lundi, les leaders du mouvement de grève générale ont envoyé un communiqué où ils fustigent l'attitude du gouvernement. Ils ont également écrit à la ministre des Outre-mer. Principale préoccupation du moment, le statut de Mayotte. Les leaders de la grève générale accusent le gouvernement d'agir dans un seul but, le retour vers les Comores. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi et Daniel Nderaga Koura. Sur le terrain, 3 à 4 Kwassa débarquent par jour. La sécurité des écoles et de la cité est confiée aux associations des quartiers. Le CHM continue à maintenir sa cadence
des 30 bébés de mères clandestines par jour et à quelques mètres plus bas, le service d'immigration régularise le flot d'illégaux. Tels sont les mots de l'intersyndicale et du collectif pour faire le bilan des premiers engagements du gouvernement. Réunis vendredi dernier dans le Sud, les leaders de la grève invitent la population à une grande mobilisation le 8 mai prochain. Aujourd'hui, nous attendons une grande mobilisation de la part de la population de Mayotte par rapport à ce qui se passe, parce que nous avons fait 7 semaines de grève et nous avons demandé la levée des barrages. Aujourd'hui, là, nous sommes en train de découvrir réellement ce qui se passe sur le statut de Mayotte. Voilà les négociations qui se font en secret, les monnayages qui sont en train de se faire aussi sur le statut de Mayotte, des choses que parfois nous ignorons aussi. Donc nous sommes en train de sensibiliser la population sur ces questions et ces thématiques afin que tout le monde soit conscient et vigilant et des dangers qui planent sur le statut de Mayotte actuellement. Face au bras de fer diplomatique entre la France et les Comores, les craintes sont nombreuses, notamment en ce qui concerne les négociations permettant de mettre fin au conflit. Par ailleurs, le jeu de la provocation bat son plein. Des documents circulent actuellement, faisant état d'une stratégie comorienne de pression migratoire pour étouffer Mayotte et faire fuir les Mahorais. Pour les grévistes présents à la Réunion, il s'agit là de basses provocations visant à crisper la population et déstabiliser le mouvement. Moi, personnellement, c'est que je vais porter comme conseil à tous ceux qui nous écoutent. Donc, c'est juste un aspect pour nous provoquer, pour choquer nos esprits et accélérer donc notre façon de faire ou nous déstabiliser face à ce mouvement. Si pour l'heure la déstabilisation ne semble pas fonctionner, les relations avec le pays voisin préoccupent les leaders de la grève. Ces derniers se disent ainsi en alerte, en attendant d'y voir plus clair. Les Comores, ils ont leurs intérêts, ils défendent leurs intérêts à leur manière. Mais nous, en tant que citoyens en population de Mayotte ici, nous restons vigilants et nous méfions tant que nous ne savons pas exactement ce qui se passe ou ce dont il s'agit. Nous devons rester là très sensibles comme des sentinelles en alerte afin d'être sûrs que nous n'allons pas être dupés dans toutes ces négociations ou ces monnayages qui sont en train de se faire. Dans un communiqué, l'intersyndicale et le collectif affirment, je cite, que la situation actuelle traduit le projet politique du gouvernement, un projet mûrement réfléchi et planifié dans sa mise en œuvre, dont nous entrons dans sa phase finale. En effet, les accords franco-comoriens, engagés depuis 2013, n'ont comme seul et unique objectif la prise en main progressive de Mayotte par l'État comorien et réparer une erreur historique. Présente à Mayotte dès le 14 mai prochain, Annick Girardin aura désormais la lourde tâche de convaincre du contraire. La manifestation du 8 mai prochain sera portée par les deux questions suivantes. Acceptez-vous d'abandonner le statut de département? Acceptez-vous une gouvernance partagée France-Comores pour Mayotte? Ces deux questions sont posées par l'intersyndicale et le collectif. Comme évoqué précédemment, selon eux, de nombreux éléments amènent à penser que le gouvernement est en train de jouer un mauvais tour à tous ceux qui se sont battus pour la départementalisation. Pire, les leaders de la grève craignent que le rapprochement institutionnel avec les Comores soit déjà en marche. Écoutons plutôt le secrétaire général de la CGTMA lors de la matinale de Kwesi. Comment pouvez-vous analyser la feuille de route qui a été préparée en catimini sans les Mahorais? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Comment peut-on imaginer l'accord franco-comorien qui a été signé en 2013? Il y a eu une présence des Mahorais lors de la signature, mais la rédaction, les Mahorais n'ont pas participé. Comment peut-on imaginer qu'après le passage du président de la République en Guyane, notre président du conseil départemental arrive avec l'histoire du toilettage institutionnel pour modifier le statut de Mayotte. Donc tous ces éléments-là mis côte à côte, ça crée des frustrations au niveau de la population, au niveau des Mahorais, sachant que depuis 1858... Mais le Premier ministre l'a dit, il a fait un écrit, Salim Aouda, il a dit jamais on retouchera au statut, sauf si la population le demande. Non, il a dit sauf si les élus le demandent. Oui. Et aujourd'hui, nous avons des élus qui demandent le toilettage institutionnel. Et sur le toilettage institutionnel, il y a la modification du statut du département pour passer à une collectivité de Mayotte. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce mercredi 2 mai.
Le SNES FSU est loin d'être satisfait quant aux mesures à venir en matière d'éducation à Mayotte. Samedi dernier, le syndicat a rencontré Pierre Luciana, délégué du gouvernement en charge de l'éducation. À la sortie de la réunion, le SNES s'est déclaré inquiet quant à l'avenir du système public d'éducation à Mayotte. En marge des annonces concernant le rectorat de plein exercice ou encore les constructions scolaires, le syndicat constate que le compte est encore loin d'y être. Sur la hausse de l'indexation, au minimum au niveau de la Réunion, la réponse est négative. Il refuse également de présenter la mesure de cumul de l'indemnité de suggestion géographique et de l'indemnité d'éloignement dégressive. Il n'accepte pas non plus la proposition de verser l'ISG par agent et non plus par couple. À l'évidence, il faudra d'autres mobilisations. C'est avec ces mots que le syndicat conclut. À l'instar du SNUPP, le SNES semble donc d'ores et déjà prêt à lancer de nouveaux mouvements de grève. Et la sécurité est au cœur du mouvement de grève générale qui a débuté il y a plus de 2 mois sur le territoire. En attendant les annonces de la ministre des Outre-mer, la mise en application effective du plan sécurité pour tous datant de 2016 a été actée. Cela se traduit d'ores et déjà par la création d'une brigade canine de la police nationale. La semaine passée, les syndicats se réjouissaient de cette création malgré quelques mois de retard. L'UNSA Police indiquait ainsi que la brigade canine verrait le jour le 2 mai 2018 au commissariat de Mamoudzou. Les chiens devaient quant à eux arriver le 28 avril 2018, accompagnés par les maîtres chiens mutés localement. Néanmoins, l'un des animaux est mort à Mayotte dès son arrivée sur le territoire. Selon les premières informations, le décès pourrait être lié au choc thermique entre la métropole et Mayotte, même si une autopsie doit être réalisée pour déterminer les causes exactes du décès. Selon l'ARSOI, depuis mi-mars, on observe une augmentation de l'activité pour gastro-entérite rapportée par le service d'urgence du centre hospitalier de Mayotte et le réseau de médecins sentinelles. Au total, depuis le 19 mars 2018, 449 passages pour gastro-entérite aiguë ont été enregistrés aux urgences du CHM et 76% de ces passages concernaient des enfants âgés de moins de 5 ans. Les médecins sentinelles rapportent également une augmentation de leur activité de consultation pour diarrhée aiguë. Face à la situation, l'Agence régionale de santé invite à respecter rigoureusement les préconisations suivantes. Dès l'apparition des symptômes, consultez rapidement un médecin. Réhydratez-vous en buvant de l'eau régulièrement. En ce qui concerne les mesures d'hygiène, il convient de se laver les mains et de laver soigneusement les surfaces des habitations. En effet, les virus qui transmettent les gastro-entérites sont très résistants dans l'environnement. Économie pour terminer cette édition. Depuis la levée des barrages, les chefs d'entreprise redoublent d'efforts pour sauver leur structure. La Chambre du commerce et de l'industrie reste quant à elle en alerte afin d'accompagner au mieux les entrepreneurs. À ce titre, le dispositif de prêt d'honneur a été activé. Cet emprunt à taux 0 sur 60 mois inclut un différé compris entre 0 et 12 mois. L'entrepreneur peut prétendre à une somme pouvant aller jusqu'à 50 000 €. Ce matin, le directeur du pôle économique à la CCI était sur notre plateau. Il a ainsi pu détailler ce dispositif qui est quotidiennement expliqué aux chefs d'entreprise dans le cadre de la cellule Urgence Entreprise de la CCI. Le point dans ce sujet signé Amina Ariti et Leslie Vimenet. Parmi les dispositifs d'aide qui étaient très attendus par les entreprises locales, le prêt d'honneur. Il s'agit en effet d'un prêt à taux 0 et plus particulièrement ici d'un prêt avec un différé et grâce auquel le chef d'entreprise dispose d'un délai de 48 mois pour rembourser. Alexandre Castelou nous explique plus précisément en quoi il consiste. L'idée des prêts d'honneur, c'est principalement ça, c'est de stimuler, si vous voulez, la trésorerie par les banques en faisant une forme d'effet de levier. Comme on a déjà sur la plateforme initiative sur ce qu'on appelle les prêts de développement. Si le principe de leur mise en place est désormais acquis, pour ce qui est des modalités d'attribution de ces prêts d'honneur, quelques ajustements doivent encore être effectués. Globalement, tout est mis en place en fait pour que ça aille le plus vite possible. Là, il y a encore des choses qui sont en train d'être finalisées sur le conventionnement, que ce soit avec l'État ou avec le conseil départemental. Bon, en tout cas, nous, on a reçu des entreprises en fait sur leurs besoins de trésorerie, comme dès le milieu de la crise, au niveau de la cellule d'urgence entreprise. Et là, en fait, tout est mis en place en fait au niveau organisation pour recevoir les entreprises et déjà travailler sur leurs prêts d'honneur. Parce qu'évidemment, le jour où tout sera finalisé, il faut déjà qu'on soit prêt à envoyer le dossier. Il y a des comités de crédit qui sont déjà mis en place. On a mis en place des outils de trésorerie déjà aussi pour aider les entreprises à faire des situations rapidement sur leurs besoins en trésorerie, pour les affiner. On travaille en relation avec les banques aussi, naturellement, pour que ça avance le plus vite possible. Pour ce qui est de la somme allouée, elle varie suivant les cas.
Celle-ci sera déterminée après instruction du dossier qui sera déposé par le chef d'entreprise auprès de la plateforme d'initiative. Ce sont ainsi près de 2 millions d'euros qui vont être injectés. Globalement, on sait qu'on a un peu plus d'1 million d'euros de l'État en fait qui sont planifiés. Oui. À peu près pareil au niveau du conseil départemental déjà. Oui. Et après derrière, on sait, si vous voulez, les seuils, hein, c'est-à-dire qu'en gros le prêt d'honneur est de 0 à 50 000 euros. Oui. Donc ça, c'est ce qui est planifié, si vous voulez. Donc nous, on travaille en tout cas sur ces bases-là. Ce n'est donc désormais qu'une question de temps avant que ne soient attribués les prêts d'honneur. En attendant le versement de l'enveloppe promise, le bureau de la Chambre de commerce a pris des engagements forts, notamment en avançant une partie des fonds à la plateforme d'initiative. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquesie.fr. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain 6 h avec toute l'équipe de la matinale.